Et tout de suite, on retrouve Galit Touati pour la chronique de Yad Layeled. Galit, bonjour. Bonjour. Alors, un programme chargé aujourd'hui, plein de choses à nous dire, Galit. D'abord, vous allez nous parler du nouveau site internet que vous lancez, je crois, le 1er juillet, c'est-à-dire jeudi. Le site existait déjà, mais sous la forme d'une très jolie vitrine de ce que nous faisons. C'est-à-dire que, à chaque fois que nous avons créé un nouvel outil pédagogique, nous en avons parlé sur le site internet. Et les enseignants qui consultaient l'ancien site, eh bien, ils pouvaient se rendre compte de la richesse de ce que nous leur proposons. À partir de cette découverte, ils nous contactaient et nous leur envoyions le matériel en version papier la plupart du temps, parfois en PDF, parfois avec des fichiers audio, etc. Alors nous nous sommes rendus compte pendant la crise sanitaire que ce n'est plus possible du tout de travailler de cette manière et que les enseignants, on l'a vu avec l'école à la maison, avec l'école à distance, que c'est pas possible, que les enseignants ont besoin de ressources qu'ils peuvent télécharger de jour comme de nuit, à tout instant pour préparer leur classe. Ils ont besoin également de matériel que les élèves peuvent aller chercher directement sur le site. Donc c'est ça la grande nouveauté, c'est que nous avons transformé notre jolie vitrine en un site avec énormément de documents téléchargeables tout de suite en ligne. Alors, parmi ces documents, il y a des vidéos témoignages, puisque nous avions constitué dans le cadre de la réalisation de notre exposition Face à l'Histoire, des petits témoignages de 5 minutes de personnes qui réagissent et qui racontent comment ils ont vécu certaines situations pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a aussi des personnes qui sont des témoins de cette histoire et qui racontent comment, par exemple, l'arrestation d'un petit voisin a été à l'origine de leur engagement tout au long d'une vie pour transmettre cette histoire. Il y a aussi, et ça c'est un exemple important et intéressant, un philosophe qui est un membre du comité des sages de la laïcité qui rappelle que le sort réservé aux enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est contraire au principe de laïcité. Ouais. Ça, ce sont des notions très importantes que nous vous avons voulu transmettre. Est-ce qu'il y a aussi la présence de celui que j'aime beaucoup, qui est Kortchak? Oui, évidemment. Alors, Kortchak, il est présent sur le site à travers 2 affiches que nous avions demandé à 10 ans d'intervalle à Gilles Rapaport, cet illustrateur très talentueux, de réaliser. Et Gilles Rapaport a réalisé 2 affiches en hommage à Janusz Korczak. Et nous avons également rédigé un petit livret pour présenter Korczak, mais pour présenter aussi ce dont Korczak est à l'origine. C'est un exemple, je vous coupe, je vais partir sur des hauts sommets. Ouais. C'est un exemple pour Yad Layeled Korczak, celui qui a refusé d'être sauvé, extirpé du ghetto et qui est parti avec ses enfants juifs vers les camps de la mort. C'est un exemple, ça, Galit? Alors, c'est un exemple à plus d'un titre, à ce titre-là, c'est-à-dire parce que cette capacité de résistance à l'intérieur du ghetto de Varsovie, elle est exceptionnelle, parce qu'il faut rappeler qu'il a été interné avec les enfants de son orphelinat de Varsovie de la fin de l'année 40 jusqu'en août 1942, où ils ont été tous déportés, et que pendant cette année et demie, Korczak, il a tout fait pour, je dis toujours, nourrir les enfants. Les nourrir parce qu'il fallait trouver le pain pour leur survie, mais il fallait aussi cette nourriture intellectuelle et de continuer de les aider à grandir. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils sont dans le ghetto et le souci de Korczak, c'est que les enfants continuent d'apprendre, de se cultiver, et il met même en place une pièce de théâtre que les enfants jouent quelques jours avant leur déportation. Alors c'est vrai que Korczak en Pologne, c'est un exemple incroyable parce qu'il est avant tout aussi grand pédagogue. Il a écrit Le Petit Prince polonais. Alors effectivement. Et donc la deuxième raison pour laquelle nous sommes très attachés à Korczak, c'est pour ses principes d'éducation. Korczak, jeune médecin, décide révolutionne en quelque sorte l'éducation en Pologne, à tel point même qu'il prend un pseudonyme. Janusz Korczak, c'est son nom d'écrivain, et son nom avant l'alias, c'est
Henryk Goldschmidt. Oui, c'est ça, c'est le nom polonais. Voilà. Quoi. Oui. Donc, c'est drôle. Ça, ouais. Donc Henryk Goldschmidt, alias Janusz Korczak, a été un des fondateurs de la pédagogie de l'enfant et l'inspirateur de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ah, ça, on le retrouve sur votre site. Je crois que vous avez un partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui sont aussi nos amis. On les salue. Oui. Hein. On salue bien sûr Philippe Alouche et Isabelle Cohen, qu'on aime beaucoup. Alors, vous avez un partenariat avec eux. Oui, alors notre association, elle dépend davantage de la commission enseignement dans le chargé de mission et Dominique Trimbure. Et la Fondation nous soutient et soutient les projets de l'association depuis de nombreuses années et nous l'en remercions vivement parce que sans cette aide, nous ne pourrions pas mener à bien tous ces projets. Alors, cette fois-ci, le partenariat, il n'est pas directement une aide financière, puisque c'est la mission de la Fondation d'aider la réalisation concrète des projets, mais la Fondation a été pour nous une superbe ressource, parce que la Fondation pour la mémoire de la Shoah a lancé depuis pratiquement le début une collection qu'elle a intitulée Témoignages de la Shoah. Et régulièrement paraissent dans cette collection, publiée par les éditions Le Manuscrit et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, des témoignages ou de personnes déportées ou d'enfants cachés. Et nous avons regardé en direction de cette collection de récits d'enfants cachés, puisque, comme vous le savez, l'association, elle s'appuie sur les récits de sauvetage d'enfants juifs, pour alimenter ses ressources pédagogiques. Et nous avons, à la lecture de plusieurs ouvrages de cette collection, trouvé des citations magnifiques qui viennent enrichir notre site internet. Ce qui veut dire que, en créant notre site internet, c'est-à-dire en créant ce nouveau support de travail qui comporte plus de 80 documents téléchargeables, des vidéos dont j'ai parlé, des fiches thématiques, des activités pour les élèves, nous avons aussi créé pendant cette refonte, un nouvel outil pédagogique qu'on a intitulé Récits de vie. Et ces récits de vie, ce sont des extraits directement disponibles pour l'enseignant qui voudra enrichir sa leçon d'histoire avec les élèves à travers un petit texte court qui est extrait donc d'un des livres parus dans la collection Témoignages de la Shoah. C'est bien tout ça. Hein. Alors Galit, vous ne serez pas avec nous le 16 juillet, c'est, on le sait, la commémoration, les cérémonies de la rafle du Vélodrome d'hiver. Est-ce que Yad Layeled va en faire partie et de quelle façon? Oui, alors chaque année, les membres de l'association tiennent à être présents à Birakem. Le 16 juillet précisément, c'est la réunion et la cérémonie organisée par Serge Klarsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France, qui se retrouvent chaque année à 18h le 16 juillet dans ce square, inauguré en 2017, qu'on appelle le square des enfants du Veldiv, rue Nélaton, donc à l'emplacement de l'ancien vélodrome d'hiver, pour marquer cette date anniversaire du 16 juillet 1942. Nous serons présents évidemment avec les membres de notre association, car c'est un moment de l'année très important pour nous. Ah oui. D'abord parce que aux élèves auxquels nous nous adressons, nous leur parlons beaucoup de cette rafle du Veldiv. Il y a beaucoup d'enfants, Galit, qui ont été déportés ce jour-là. Hein. Alors, plus de 4000, et surtout, c'est la première fois, le 16 juillet 1942, qu'on arrête des enfants. Donc, c'est excessivement important. Donc nous serons présents, évidemment, c'est primordial pour nous de montrer que la mémoire est transmise, que le passage du témoin a lieu et qu'il y a encore des générations qui sont prêtes à s'engager pour porter cette mémoire. Galit, vous avez vu 2 expositions pour nous, vous vouliez nous en parler. D'abord, je crois que c'est le 6 juillet, l'inauguration d'une exposition sur Chambon-sur-Lignon. Vous allez nous rappeler ce que c'est? Oui, alors j'ai pas encore vu l'exposition, mais je voudrais le signaler puisqu'on est à peu près à la veille des vacances scolaires et qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui iront en Haute-Loire. En Haute-Loire, il y a ce village de Juste parmi les nations qui se nomme le Chambon-sur-Lignon.
Alors c'est un village très très important dans l'histoire du sauvetage des Juifs de France, puisque avant la guerre, des familles juives y envoyaient leurs enfants pour prendre le bon air à la campagne. Et puis quand ça a été la guerre et il a fallu fuir, eh bien ils se sont réfugiés là-bas. Et donc il y a eu énormément de familles réfugiées au Chambon-sur-Lignon, et donc pratiquement 1 millier, si mes souvenirs sont bons, d'enfants qui ont pu être sauvés, placés dans différentes institutions. Donc le Chambon-sur-Lignon a inauguré il y a plusieurs années un lieu de mémoire. Donc c'est le nom de son musée mémorial, le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon, qui fait des expositions intéressantes et puis qui a un service pédagogique aussi de grande qualité. Et là, je voulais signaler, si vous passez par le Chambon-sur-Lignon, l'exposition qui va être inaugurée le 6 juillet, et qui retrace le parcours d'un homme qui s'appelle Éric Schwamm. Et Éric Schwamm est décédé cette année et il a légué sa fortune au Chambon-sur-Lignon. Eh bien donc. Il a légué sa fortune au Chambon-sur-Lignon parce qu'il était un survivant, un enfant caché du Chambon-sur-Lignon. Après tout un périple que je peux pas raconter ici, mais c'est dire l'importance pour lui de ce village. Et c'est vrai que ce village a reçu, il fait partie des quelques villages, je crois qu'il y en a 2 ou 3, qui a reçu ce titre de juste parmi les nations. Oui, il y a un village qui a accueilli aussi beaucoup d'enfants, les fameux enfants de Buchenwald, qui étaient survivants des camps et qu'on a aussi cachés en France, il me semble. Mais c'est une bonne chose de léguer bien sa fortune. Voilà, donc c'est dire l'attachement et puis surtout la reconnaissance. Oui. Moi, c'est ça qui me fascine. Mais il a dit pourquoi, pour faire quoi, Chambon-sur-Lignon? Je pense en reconnaissance envers ce village. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a une tradition d'hospitalité. Alors, il y a aussi une tradition de mixité. Alors, ils vont en faire quoi, par exemple? Je pense qu'ils vont entretenir, comme ils le font déjà très bien, cette mémoire, et puis peut-être en faire profiter la commune. Je sais pas, ils auront l'usage qu'ils souhaitent. C'est étrange. Mais c'est étrange, mais c'est dire. Alors, ça nous dit quelque chose de l'attachement de ces enfants aux familles qui les ont accueillis. Quand ça s'est bien passé, le lien est très très fort. Ça, j'en parle beaucoup aux élèves. C'est-à-dire que quand on décrit aux jeunes enfants d'aujourd'hui ce que les enfants juifs ont pu éprouver, on leur raconte des choses simples auxquelles ils peuvent s'identifier. Et je cite toujours le même exemple, à savoir qu'il a fallu pour les familles juives accepter de se séparer de leurs enfants pour les sauver. C'est-à-dire qu'il a fallu se convaincre et être convaincus, parfois ils n'ont pas accepté, que la meilleure chance pour les enfants d'être sauvés, c'est de se séparer, se séparer des parents. Sûr. Or, pour les parents et même pour les enfants, ça paraissait inenvisageable. Pour les enfants d'aujourd'hui, ça l'est encore plus. Ouais. Je veux dire, dès qu'il y a un danger, on dit à nos enfants, vous restez là, vous inquiétez pas, je suis là. Ouais. Puis, bien sûr. En 42, on leur dit non, là, t'inquiète pas, je suis pas là. Mais et donc, il y a eu des gens formidables, je crois, Galit, parmi les gens qui ont recueilli les enfants, avec la problématique des frères Finali, que vous connaissez sans doute, de la personne qui recueillait les enfants et qui ne voulait pas les rendre à la famille. Alors c'est ça, pas commun. C'est encore un exemple particulier, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants juifs ont été séparés de leurs parents. Ensuite, ils ont été accueillis dans des familles qu'ils ne connaissaient pas, avec des traditions qu'ils ne connaissaient pas, dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Certains n'étaient jamais allés à la campagne, par exemple. Ah oui. D'ailleurs, on va parler de votre histoire sans parole. Voilà, on peut en reparler. Allez sur le site. Mais je termine. En fait, ce qui se passe, c'est que ils s'attachent. Quand ça se passe bien, ils s'attachent aux personnes chez qui ils ont vécu parfois longtemps. Et puis, la guerre se termine et parfois, soit un responsable d'une association juive, soit un parent vient les chercher. Il y a une nouvelle séparation. Et ils font leur vie. Parfois, il y en a qui disent, je me souviens pas du nom de la famille qui m'a sauvée. Et pourtant, ils y sont restés longtemps. Et puis, il y en a d'autres qui se souviennent, comme ce Éric Schwamm, qui n'a jamais oublié le village du Chambon-sur-Lignon. C'est une belle histoire. C'est incroyable. Galit. Alors, on sait que votre histoire sans parole est probablement sur le site.
C'est une très très belle histoire avec des planches. Alors ça fait partie des grandes fiertés de l'année, à savoir que sur ce site internet, maintenant, tout est accessible. Les outils pédagogiques étaient déjà gratuits, nous les envoyions aux enseignants et parfois même avec des demandes assez lointaines. On en a envoyé à la Martinique, là j'ai eu une demande pour le Portugal, mais c'est pas toujours facile pour nous et puis ça a un coût d'envoyer tout ce matériel à l'étranger. Désormais, les enseignants trouvent tout sur le site internet. Alors, redites-nous le site. www.l'enfant-et-la-Shoah.org, c'est tout simple. Galit, quelques mots avant de terminer sur cette exposition incroyable de Simone Veil. Nous vous aimons, madame. C'est à l'hôtel de ville jusqu'à fin août. Oui, alors j'ai eu la chance de la découvrir et j'y retournerai d'ailleurs parce qu'elle est foisonnante, qu'il y a énormément de choses à y découvrir. Ce qui m'a intéressée, c'est évidemment ce qui est en rapport avec l'histoire de la guerre, mais son parcours s'inscrit jusque dans le temps présent avec toutes ces luttes, ces combats pour l'entrée dans la modernité, disons. Bien sûr. En tout cas, ce qui m'a énormément plu dans cette exposition, si on se réfère à l'histoire de l'avant-guerre et de la guerre, c'est toute l'iconographie. C'est d'une richesse formidable. La famille, je pense, a conservé toutes les archives très soigneusement et on découvre dans cette exposition des photos de Simone Jacob, à l'époque Simone Jacob, qui est devenue plus tard Simone Veil, avec sa famille à La Ciotat, à Nice, son enfance, ses frères et sœurs, ses parents, et puis l'arrivée de la guerre et son parcours. Et on découvre notamment, c'est une anecdote, mais c'est intéressant, qu'elle chante un jour en pleine guerre l'Internationale à la fenêtre de chez ses parents et puis quelqu'un les dénonce, il y a un procès, les parents disent qu'ils n'ont rien entendu, qu'ils étaient à l'intérieur et puis elle est condamnée au tribunal, mais elle est adolescente à ce moment-là. Donc c'est des anecdotes assez intéressantes. Allez voir Galit. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, ça sera la dernière émission avant les vacances. Vous restez avec nous, Galit. Moi, je vais vous parler d'un chef d'orchestre extraordinaire que vous connaissez sans doute puisqu'il s'agit du chef d'orchestre israélien Daniel Barenboim. Ça va très bien dans la suite de votre émission. Il donne plusieurs concerts à la Philharmonie et il est avec la Stadtkapelle de Berlin. Il faut savoir que malgré le nom pompeux, la Stadtkapelle, c'est tout simplement l'orchestre de l'opéra de Berlin. Et en fait, il est là. Alors, ce soir, il a un programme extraordinaire puisqu'il y a Anne-Sophie Mutter, qui est une grande violoniste et qui va jouer le concerto pour violon de Beethoven, dirigé par lui. Et puis la 5e symphonie. Vous savez, le destin qui frappe à la porte. Demain, mercredi 30, ça sera Beethoven, toujours la symphonie numéro 2 et 3. Et le 1er juillet, notre chef d'orchestre s'en va et butine au pays de Mozart. Nous aurons droit aux symphonies 39, 40 et 41. C'est à la grande salle Pierre Boulez. Évidemment, moi, je vous conseille absolument d'y aller. Renseignements et réservations au 01 44 84 44 84. Et pour vous, Galit, on va écouter Daniel Barenboim dans un programme de Beethoven. C'est lui au piano. C'est le concerto pour piano numéro 5 de Beethoven. Quelques notes.